Bonjour à tous. Merci de venir nous rejoindre pour partager ensemble un certain nombre d'expériences que nous avons pu vivre les uns les autres et que nous vivons au quotidien au travers de l'économie circulaire. Avant toute chose, donc, nous avons un sujet qui nous réunit, qui concerne un vaste sujet qui va de la recherche appliquée en économie circulaire à la mise en application concrète dans les entreprises. L'objectif de cette réunion, c'est de réunir, je dirais, un parterre ici présent qui vont se présenter. Alors pour moi, pour ma part, et vite fait, je me présente. Donc je suis responsable de la formation au développement durable de Centrale Supélec au niveau de l'exécutif et chercheuse en économie circulaire. Et à ce titre, au quotidien, je travaille notamment avec Patrick Bariol qui va se présenter, qui est un acteur majeur de l'économie circulaire. Et peut-être tu peux commencer à te présenter brièvement. Oui, bonjour, donc Patrick Bariol, je ne suis pas directeur, mais directeur général de l'ECO. Donc l'ECO, on y reviendra peut-être sur la question, mais voilà, moi j'ai lancé l'ECO en 2019-2020, et l'ECO est issu d'un groupe international qui gère 7 éco-organismes à travers l'Europe, et donc on a développé la filiale française depuis 4 ans. Donc on est le petit poussé dans le monde des éco-organismes, mais on a ouvert la filière qui était jusqu'ici occupée par un monopole, et donc voilà, on est petit, mais on grandit vite. Et vous grandissez pas mal. Et donc, en autre, effectivement, connaissance, c'est donc Morgane, qui représente l'entreprise Libelou, avec qui on a travaillé cette année dans le cadre de notre programme Acteurs de la transition écologique et sociétale. Bonjour Morgane, si tu peux te présenter brièvement. Bonjour à tous, donc moi je suis Morgane, je suis la fondatrice et CEO de Libelou. Donc Libelou, on reviendra sur ce que c'est exactement, mais c'est, pour faire simple, un service de location de jouets à destination donc des familles et des professionnels de l'enfance. Et je suis tombée dans l'économie circulaire sans l'avoir cherché, puisque j'avais une carrière avant dans le milieu hospitalier. Et tout simplement en observant mes enfants, je me suis dit qu'il n'était pas possible de pouvoir continuer à consommer comme ça, et c'est comme ça qu'est née l'histoire de Libelou. Merci. Et donc, au centre, nous avons deux éminents représentants de l'école qui aussi œuvrent sur l'économie circulaire. Donc, on commence par Stéphane. Bien, bonjour, oui. Donc, je suis directeur délégué à l'administration et au partenariat de Centrale Supélec au campus de Metz. Voilà, Centrale Supélec, c'est 3 campus, Paris, Rennes et Metz. Et au sein du campus de Metz, je suis notamment en charge d'aller trouver des projets, des missions pour nos étudiants et notamment une formation qui s'appelle Shiftier que je vous présenterai un peu plus tard. Merci Stéphane. Et Bernard, donc du coup. Voilà, donc Bernard Yanou. Moi, je suis professeur de conception de produits, services, organisations, systèmes, de gestion industrielle également, et donc j'enseigne l'éco-conception, l'analyse de cycle de vie, l'économie circulaire. Je suis également directeur adjoint de la recherche de l'école et j'ai créé il y a un peu plus d'1 an une chaire de recherche appliquée pour travailler sur l'économie circulaire et le numérique pour les organisations de type collectivité territoriale et chaîne de valeur industrielle. Merci Bernard. Alors pourquoi, vous allez me dire, j'ai rassemblé ces personnes, quel est leur point commun? Qu'est-ce qui nous réunit en plus autour de cette table aujourd'hui? Alors un petit retour en arrière, ça nous ramène à 99, un discours fondateur de Kofi Annan au Forum économique de Davos, pour ceux qui ne savent pas, qui nous disait « La seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat ». Donc là, il y a 2 mots-clés qui nous animent et qui vont nous animer tout au long de cet échange. C'est de voir effectivement comment aujourd'hui des entreprises, des éco-organismes, des écoles montent des chantiers de coopération et de partenariat. Deuxième élément, c'est 2022, Santas, donc secrétaire général nouvellement nommé, qui disait dans son rapport annuel « Nous avons une ambition stratégique en 2024, donc 25 ans plus tard, accélérer et amplifier l'impact collectif mondial du secteur privé en respectant les 10 principes et en atteignant les ODD ».
grâce à deux choses, des entreprises responsables, qu'est-ce que ça veut dire, et des écosystèmes qui favorisent le changement, qu'est-ce que ça veut dire. Et donc on est bien là au cœur du sujet qui nous anime, et les personnes que j'ai invitées vont être là pour vous parler de l'intérieur, ce que ça veut dire, en sachant que vous voyez qu'on avance un petit peu, on se rend compte on parlait de partenariat, coopération, maintenant on parle d'écosystème, et on va beaucoup avancer sur ce sujet-là aujourd'hui, et on parle aussi d'entreprises responsables, donc c'est des entreprises qui individuellement avancent, mais qui ne peuvent avancer que dans un écosystème, et on va voir tous les enjeux de faire fonctionner aujourd'hui, dès lors qu'on veut migrer vers et pivoter vers l'économie circulaire, tout l'enjeu de piloter donc cet ensemble d'entreprises au travers de systèmes qui sont obligés de fonctionner ensemble. Voilà. Alors, en parlant de système, très belle transition pour Patrick, qui va vous expliquer le rôle, et ça sera ma deuxième question pour chacun, comment chacun, à sa place en tant qu'acteur engagé, il peut contribuer à faire pivoter l'économie linéaire vers une économie circulaire. Vas-y. Voilà, donc un éco-organisme, bien souvent, on ne sait pas trop ce que c'est. On se dit que ça a un peu un rapport avec l'environnement. En fait, l'éco-organisme, il fait le lien entre l'amont et l'aval, entre les producteurs, les metteurs en marché, alors de produits et des produits et des emballages, parce qu'en général les produits sont emballés, et puis l'aval. Et l'aval, c'est quoi? L'aval, c'est la fin de vie du produit. Et alors, entre les deux, il y a pas mal d'étapes. Il y a en particulier les relations avec les collectivités, en ce qui concerne les emballages. C'est là, vous voyez le pictogramme du bac jaune. Les collectivités, elles ont la charge en France de collecter nos déchets. Et ça paraît très simple, mais on s'aperçoit à Paris, quand il y a une grève des éboueurs, c'est la catastrophe. Donc tout ça, il y a un travail énorme qui est fait. Et les éco-organismes financent à 80% les coûts de collecte et de recyclage des emballages à partir des éco-contributions qui sont payées par les metteurs en marché. Donc toutes les entreprises qui vous vendent à vous tous les produits qu'on a chacun chez nous. Et donc on finance cette collecte auprès des collectivités. Et puis ces produits, le but c'est qu'on rentre dans une véritable économie circulaire, c'est que ces produits puissent être recyclés pour recréer des nouveaux produits. Et avant ça, avant la fin de vie complète, eh bien, il y a la partie réemploi, qui est quelque chose qui a émergé récemment, on y reviendra, qui est une autre composante de l'économie circulaire. Voilà. Et donc, l'éco, en tant qu'éco-organisme créé sur les emballages ménagers, il y a plein de filières. Il y a près de 20 filières. Il y a le mobilier, les équipements électriques et électroniques, les piles, le bâtiment. Sachant qu'aujourd'hui, la filière des emballages, c'est 1,5 milliard, grosso modo, d'éco-contributions qui sont payées par l'ensemble des producteurs. Et ce n'est pas uniquement les producteurs, c'est nous tous qui consommons les produits. Donc voilà, donc c'est toute une industrie qui est derrière les éco-organismes, et le but c'est de faire en sorte que on recycle mieux et on passe de cette économie linéaire où j'achète, je consomme et je jette et le produit est détruit à je consomme, mais ensuite mon produit devient une ressource pour fabriquer d'autres produits. Donc voilà quelle est notre mission en 2 mots. Merci, on reviendra dans le détail un peu plus sur les réalisations. Et Morgane, justement, le relais, comment protéger ces ressources et qu'est-ce que tu fais concrètement avec Libellou? Alors nous, chez Libellou, donc on a développé une plateforme de location de jouets par abonnement. Pour comprendre assez rapidement, en fait, on est une ludothèque mais digitale, donc qui est disponible partout en France, en Belgique et au Luxembourg. Et notre spécificité, c'est qu'on est 100% circulaire. Donc on a monté une chaîne de réemploi et depuis 1 an, on développe une brique de coopération avec les fabricants de jouets. Puisqu'aujourd'hui, c'est les enjeux d'une filière de se réinventer et trouver des modèles économiques qui puissent servir tout le monde. Alors là, on va passer assez rapidement, mais en gros, c'est Toy as a Service. Comment ça fonctionne pour nos clients? Ils choisissent une formule d'abonnement où ils activent une carte cadeau. On reviendra à la carte cadeau. On sélectionne les jeux adaptés aux enfants. On les utilise le temps qu'on souhaite et quand on n'en a plus besoin, on les échange pour des nouveaux.
Aujourd'hui, dans nos ateliers, on a traité plus de 30 000 jeux. On a 1500 références de jeux et jouets, donc on a une logistique qui nous permet de pouvoir travailler sur le réemploi. Et je pense que ce qui est important de signaler, c'est qu'on est reconnu pour la technicité et pour les process que l'on a mis en place pour pouvoir industrialiser cette logistique. Et aujourd'hui, on est assez fiers de pouvoir communiquer sur le fait qu'on a à peu près 33 cycles de location par jouet. Et c'est notamment dans ce cadre-là qu'on a monté des coopérations avec des fabricants de jouets. On en a 13 partenaires fabricants qui vont de Juratoys, j'en ai vu dans la salle, Smoby, VTech, Oxybul. Et le sujet avec eux, c'est vraiment de leur proposer un modèle économique qui soit résilient et qui leur permette d'entrer dans l'économie de l'usage. Et à côté de ça, on a eu la chance de collaborer avec Centrale Supélec au mois de juin sur un sujet qui était comment rendre tangible l'offre cadeau Libellou sous le sapin. Puisqu'on se heurtait à une difficulté, le jouet rentre souvent dans les familles par le cadeau. Or, la problématique d'offrir une carte cadeau sous le sapin à Noël, c'est que ça ne fait pas rêver les enfants, on ne va pas se mentir. Donc notre sujet, on a rencontré Centrale Supélec l'année dernière à Pau Durable. En fin de compte, la petite histoire, c'est ça, c'est qu'on s'est croisés à la conférence qu'on animait. Et de fil en aiguille, en échangeant, on s'est dit, voilà, il y a un beau sujet pour nos participants au programme d'acteurs de la transition écologique et sociétale. Exactement. Et ça a bien matché. Et en fin de compte, ils sont immergés totalement mais dans l'entreprise. Et pendant 3 mois, ils ont travaillé, ils ont fait un audit RSE de l'entreprise Libellou. Et ils ont répondu à cette problématique avant la période cruciale qui arrive, pour qu'ils soient fins et prêts. Et puis je crois qu'il y a une belle annonce là. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. J'en ai croisé tout à l'heure dans les couloirs plusieurs, mais ils ne sont pas dans la salle. Ouais. Et donc on a, grâce à Centrale Supélec et au travail qu'on a mené conjointement, on sort cette semaine, la semaine dernière pour être exact, le coffret découverte qui permet d'être le premier jouet à glisser sous le sapin, à échanger plus tard. Et donc ça, on l'a fait notamment vraiment avec la collaboration des élèves de Centrale Supélec qui nous ont permis d'explorer des pistes qu'on n'avait pas forcément imaginées. Donc c'était extrêmement intéressant pour nous. Et cette collaboration école, recherche apporte forcément sur des entreprises comme les nôtres qui sont des entreprises innovantes, mais qui sont des entreprises où on a besoin aussi de développer notre activité. Et ça nous permet ces moments-là aussi de prendre de la hauteur sur nos sujets, de se dire « Ah ouais, on a quand même bien avancé sur plein de sujets ». Oui, et puis vice-versa, je trouve que pour les élèves, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de se dire, c'est pas si simple que ça. Déjà, je trouve que Morgane, elle a quand même un sacré toupet, parce qu'elle vient pas du tout du monde de la grande conso. Enfin, se lancer dans ce challenge-là, elle porte tout, et je veux dire, elle rayonne. Mais je veux dire, c'est quand même incroyable d'arriver à arriver de ce petit bras bien équipé aujourd'hui, mais à transformer les modèles économiques sur un marché du jouet qui est quand même assez colossal, quoi. Donc nous aussi, c'est ça aussi qui était fort dans ce partenariat, je trouve, ce qui était intéressant, c'est de se dire que voilà, de part et d'autre, il y avait des enjeux, et les élèves qui suivent ce parcours, ils ont eux-mêmes des enjeux à titre personnel à suivre ce genre de parcours, parce qu'on a plusieurs qui sont en reconversion professionnelle, et donc là, ça matchait bien au niveau de cette dynamique qui est de se dire, on a envie de tous avancer ensemble. Ouais. Et pour ajouter une petite brique, ça fait longtemps qu'on dit qu'on fait de l'économie de la fonctionnalité. Et on disait souvent, oui, mais on parle d'économie de fonctionnalité et de collaboration ou de coopération. Elle est où cette coopération? Alors je disais, si, on coopère un peu quand même. On a des associations d'aide à retour à l'emploi sur le pays de Vierzon où on est installé. Et cette dernière année, avec cette coopération avec les fabricants et maintenant cette coopération avec Centrale Supélec, on comprend aussi toute la puissance de ces modèles et qu'il faut, notamment dans des enjeux d'économie circulaire, qui sont des enjeux qui nous concernent tous, il faut ne pas réinventer la roue et pas tous se dire on fait quelque chose, mais plutôt coopérer pour faire monter ensemble les modèles gagnants de demain. Ouais, merci Morgane. Et Patrick, on va enchaîner sur toi, parce que toi aussi, tu es au cœur d'une problématique de partenariat et de consortium. Alors, oui, juste l'économie circulaire, on connaît le recyclage, il faut toujours recycler mieux, et ça, voilà, la France est très en retard. Donc, et donc, il y a des tas de choses à faire. Là où je vais mettre l'accent, c'est sur quelque chose qui est assez nouveau, qui est le réemploi.
Le réemploi, c'est né avec la loi AGEC de 2020, et toutes les entreprises ont des objectifs de réemploi de leurs emballages. Alors c'est plus facile peut-être pour des bouteilles d'eau que pour des emballages d'ordinateur, mais tout le monde, toutes les entreprises d'ici 2027, comme vous voyez, doivent avoir 10% d'emballages réemployables mis sur le marché. C'est pas une mince affaire. Déjà, dès cette année, ça devait être 6%, et on est à moins de 1%. Donc, il faut vraiment que les entreprises s'emparent du sujet pour passer à l'échelle du réemploi. Donc ça, c'est la loi française. Et il y a la directive, enfin pas la directive, le règlement PPWR, qui est le règlement européen sur les emballages, qui va dans ce sens également. Donc c'est pas uniquement les Français qui doivent faire ça, mais c'est au niveau européen. Ce règlement, il va s'imposer à tous les pays. Et donc la loi AGEC, elle est un peu en avance. On a dit 10% en 2027, elle dit 10% en 2030. Mais voilà, c'est pas juste le gouvernement français qui a dit faut faire bien pour l'environnement. C'est réellement un mouvement global. C'est 40% d'emballages réemployables dans la logistique. Donc depuis toujours, on réutilise les palettes, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut trouver des nouvelles solutions pour réemployer plus d'emballages. Et puis dans le CHR des cafés, hôtels, restaurants, ça existe déjà en Allemagne, mais en France, il n'y a pas d'obligation d'avoir une offre d'emballage réemployable quand on va dans un fast-food ou dans la restauration emportée. Ça va devenir obligatoire et on peut déjà arriver avec son contenant pour se faire servir, mais ça va devenir obligatoire. Donc vraiment, le réemploi, ça c'est quelque chose qui doit faire partie de notre vie. Ça ne doit pas simplement être les bobos écolos qui s'en emparent, mais ça doit être la norme. Et donc le rôle de l'éco-organisme dans tout ça, c'est que 5% des éco-contributions qui sont perçues doivent être utilisées pour favoriser le passage au réemploi. Et par exemple, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Florence, on soutient des porteurs de projets. Et dans le cadre du premier projet, le projet Dropac, dans lequel Florence est très engagée, on définit des standards de barquettes réemployables qu'on va trouver dans la grande distribution. Donc on travaille avec des partenaires et avec des producteurs qui sont nos adhérents, comme Léa Nature. On soutient, alors peut-être qu'un jour... ces jouets pourraient être emballés dans les nouveaux emballages gonflables pour protéger les produits, pour le e-commerce, pour remplacer tous les cartons qu'on met directement à la poubelle. Et bien là, c'est un emballage qui est réemployable. Le retour de la consigne sur les bouteilles en verre, on développe ça. C'est très développé en Allemagne. En France, on a perdu ça. Donc on accompagne les producteurs. La recharge à domicile, c'est aussi du réemploi de produits cosmétiques. Et encore des collecteurs où aujourd'hui, l'important c'est de rendre simple le geste de réemploi pour le consommateur, parce que c'est déjà compliqué de trier, mais réemployer, c'est pas très facile aujourd'hui. Notre rôle, c'est de travailler avec tout l'écosystème pour rendre le réemploi simple et facile pour tout le monde. Ouais, merci. Et derrière écosystème, il y a le mot complexe et tu viens de dire le mot simple. Et c'est le nerf de la guerre en ce moment. Merci. Stéphane, vas-y. Shiftière, c'est quoi? Oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est bien. Voilà, alors c'est vrai que l'école centrale Supélec a créé une formation qui est singulière, une formation qui justement est ouverte pour nos étudiants qui souhaitent agir pour un avenir soutenable, éthique et solidaire, mais aussi pour des entreprises qui ont des problématiques liées aux transitions et qui souhaitent trouver des solutions au travers de nos étudiants. Les étudiants qui sont justement sélectionnés sur la base déjà de leur diplôme, c'est-à-dire qu'on prendra pour cette formation qui est une année de césure, je ne sais pas si ça vous parle, mais qui permettent justement à des ingénieurs qui sont en deuxième et troisième année, ou des universitaires qui ont un niveau M2, d'intégrer une année bien spécifique, et ça se passe sur le campus de Metz, où on a notamment... une sélection, on peut avoir, et je vous présenterai les différents profils au prochain slide, des étudiants multidisciplinaires dans cette formation. Donc on a 25 étudiants. Ils viennent étudier pendant 6 mois sur le campus de Metz avec des apports de formation sur les grands enjeux et les acteurs de développement durable, mais aussi avec une mission, c'est-à-dire sur les 5 jours, il y a 3 jours dédiés à une mission avec un donneur d'ordre.
Donc, je vous donnerai un exemple de type de sujet que nos étudiants, en équipe de 4 à 5, étudient et travaillent sur une problématique liée aux transitions d'une entreprise. Voilà. Ensuite, ils ont leur semestre d'immersion qui est 6 mois dans une entreprise qui choisissent, ou alors ça peut être l'entreprise de la mission, le donneur d'ordre. Et c'est un semestre d'immersion où chaque étudiant, ça peut être en France ou à l'étranger, met en pratique ce qu'il a appris pendant ces 6 mois. Parce que travailler ensemble avec des compétences différentes, ça demande quand même une formation bien spécifique. On parlait justement de la mission. Alors, on cherche des entreprises qui ont une problématique et on leur propose de faire travailler 4 à 5 étudiants 3 jours par semaine, encadrés par Centrale Supélec, des enseignants, des chercheurs, des professionnels aussi du conseil. Cette équipe multidisciplinaire, on la constitue pour qu'elle ait toute une expertise bien dédiée au projet. Et enfin, on a une relation de travail avec le commanditaire qui ressemble un petit peu à ce qu'on appelle une mission de conseil, c'est-à-dire que tout est encadré chez nous, mais avec une intervention donc du donneur d'ordre. Vous voyez ici, par exemple, c'était la promo 2022-2023, pour vous montrer un petit peu l'interdisciplinarité de nos étudiants, pour vraiment, lorsqu'on a un sujet, on puisse répondre de manière systémique. Donc il ne faut pas des sujets juste de solutions techniques, il faut vraiment mettre en place un sujet qui permette à chaque étudiant de pouvoir s'exprimer et d'apporter son expertise. Ici, vous avez un exemple qu'on a eu avec la région Grand Est, donc institution publique, qui avait un besoin justement d'une aide à la décision en matière de valorisation des déchets. Donc, on a décidé avec eux de mettre en place ce sujet-là, avec pour objectif d'analyser les innovations en matière de valorisation énergétique des déchets et bien sûr en voyant tous les aspects techniques et technologiques, environnementaux et cycle de vie, économiques et au travers des constitutions de filières et enfin réglementaires. Donc ça demandait des disciplines et ces disciplines, vu qu'on a une équipe d'étudiants interdisciplinaires, d'ingénierie, d'économie, de droit, politique publique, etc. Donc voilà, la singularité de cette formation, c'est notamment de pouvoir apporter aux entreprises une réponse sur un sujet qui n'est pas juste technique, mais qui a notamment ce besoin d'avoir une réponse systémique. Alors, j'ai plein d'autres exemples, je les ai notés. On pourra en parler après. On en reparlera après, mais effectivement, on travaille aussi avec... On a travaillé avec Total Energy, on a travaillé avec ArcelorMittal sur des sujets de conditions d'utilisation de métaux d'alliage de manière durable pour la fabrication d'acier. Donc oui, on intervient dans tout ce qui est économie circulaire, mais pas que. Voilà, donc on a cet outil-là qui est à disposition des entreprises et aussi de nos étudiants, puisqu'ils en sortent grandis et très satisfaits. Oui, et je trouve que cette idée de transdisciplinarité, on l'a dit, c'est un mot qui, je trouve, est important parce que quand on parle d'écosystème, on pense souvent écosystème externe à l'entreprise, donc avec des acteurs multiples, mais il y a aussi déjà à convaincre en interne et à savoir travailler en interne. J'en discutais avec une personne avec qui on est en train de monter notre futur programme en économie circulaire. Là, on a des enjeux aussi de transformation en interne, à faire travailler les services entre eux, service R&D avec le service commercial et marketing. Nous, on le voit bien dans nos projets. Si ça bloque un endroit de la chaîne, c'est foutu, quoi. Donc la transdisciplinarité, savoir travailler avec des acteurs qui n'ont pas du tout le même parcours de formation à l'origine, c'est d'une richesse exceptionnelle et c'est à mon avis un enjeu clé pour les acteurs de demain. Donc Bernard, Circularity, alors comment es-tu acteur? Toi aussi, c'est multi-acteur et plus qu'il ne faut. Je te laisse expliquer ce qu'est Circularity. Tout à fait. Alors, pourquoi je me suis engagé dans le montage d'une chaire de recherche Circularity? Moi, je dirige aussi un laboratoire de génie industriel, donc c'est une centaine de chercheurs
Un génie industriel, globalement, c'est l'analyse des organisations et de leur manière de travailler. Ce n'est pas que les entreprises industrielles. Ça peut être une université, ça peut être un hôpital, une collectivité territoriale. Donc on analyse les processus, on regarde comment les ressources sont utilisées et comment les gens produisent de la valeur par rapport à leurs parties prenantes. Donc on a une grosse expérience sur les systèmes industriels, et cette gestion industrielle, cette conception de système, d'organisation d'entreprise, finalement, on a voulu la mettre au service de l'économie circulaire parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises étaient motivées par faire des beaux rapports environnementaux, mais dans le concret, il y avait des fois pas grand-chose en fait. Et donc, on s'est rendu compte que la manière peut-être la plus efficace de le faire, parce que l'économie circulaire, c'est beaucoup d'actions qui peuvent contribuer ou pas à des bons points, on va dire, des bons indicateurs de circularité et de soutenabilité. On s'est rendu compte que le bon moyen efficace pour qualifier et quantifier les choses, c'était de l'adresser par les données, la data, les informations. Il y a énormément d'informations qui circulent sur une collectivité territoriale, énormément. Jusqu'à 50 à 60 flux d'informations qui arrivent, bon gré mal gré, dans un fichier Excel. Et il y a une pauvre personne qui se dit, qui est responsable d'un plan économie circulaire, qui se dit qu'est-ce que je fais avec ça ? Dans une entreprise, c'est un petit peu mieux quand même, parce qu'il y a quand même des services informatiques, il y a des DSI dans les entreprises, mais la data n'est pas organisée pour, à l'heure actuelle, pour en fait donner les éléments d'action aux acteurs de l'entreprise pour réellement être des acteurs de la circularité. Donc nous, ce qu'on a voulu dans cette chaire de recherche appliquée, c'est, on se donne un objectif dans 5 ans, c'est de produire des briques méthodologiques et logicielles qu'on va mettre en open source et qui vont permettre aux organisations de très rapidement et gratuitement paramétrer ce qu'on appelle un cockpit digital circulaire. C'est une sorte de tableau de bord finalement qui va donner la logique avec laquelle on va extraire les données, les fusionner, les nettoyer, définir des indicateurs de circularité et de soutenabilité, parce que les deux ne sont pas toujours corrélés positivement. On peut faire de la mauvaise circularité quand on a un impact carbone qui est alourdi par la logistique typiquement de recyclage des déchets, par exemple. Donc il faut le vérifier. Et donc, une fois qu'on en déduit un certain nombre au-dessus de ces données de base d'indicateurs de circularité, c'est votre compteur de vitesse dans votre voiture, quelle vitesse vous allez, il faut donner du sens aux acteurs. Si je suis responsable production d'une ligne de production ou responsable d'une ligne de produit, si je suis acteur de la mobilité sur un territoire, est-ce que finalement mon territoire ou mon entreprise elle est vertueuse par rapport à mon périmètre de responsabilité ? Et donc, il ne suffit pas simplement de donner des tonnes carbone par an ou des tonnes carbone mieux ou pire que l'année dernière. Il faut peut-être comparer aussi à ce que font les autres entreprises ou collectivités à périmètre identique, et donc définir des indicateurs de circularité. On est en train de tester des indicateurs absolus de soutenabilité qui sont issus de la part typiquement de carbone ou d'impact dans l'eau ou dans l'air qu'on peut se permettre par rapport aux 9 limites planétaires. Et on essaye de donner du sens à ces indicateurs. Une fois qu'on a donné du sens, on essaye de donner les leviers qui vont permettre d'améliorer ces indicateurs. Si dans mon business, dans mon secteur, en fonction de ma part de marché, il s'avère que je suis 2 fois pire que mon concurrent, il va falloir que je m'améliore ici. Donc, comment définir des objectifs ensuite quand on a compris le sens de ces indicateurs ? Comment on trouve des leviers ? Et ensuite, comment on définit des plans d'action ? Et ces plans d'action, il faut les assembler dans des stratégies globales d'entreprise avec une volumétrie donnée d'investissement financier. Et en plus, si possible, il faut essayer de savoir si ce qu'on préconise en termes de plan d'action va réellement produire les effets escomptés. Et là, vous pouvez voir les 5 sujets de thèse. Les 5 sujets de thèse qui ont été lancés jusqu'à présent, il y en a d'autres à venir, dans des domaines totalement différents, des cas d'usage totalement différents. Je prends le cas d'usage des collectivités territoriales, parce que ça parle à tout le monde. On travaille avec la collectivité, l'agglomération Paris-Saclay. Ils sont extrêmement volontaires pour faire des plans climat, air, énergie, territoire, ou des plans économie circulaire. D'ailleurs,
c'est un petit peu différent, mais pas tant, qui soit efficace. Sauf que tous les 5 ans, on a un fonctionnement participatif. On imagine de manière participative une centaine d'actions typiquement sur un territoire à mettre en œuvre pendant 5 ans. Et il s'avère qu'en regardant ces actions-là, qu'il y a beaucoup de bonne volonté, mais que ça produit pas grand-chose si on veut être compliant avec la stratégie bas carbone. Donc on peut excuse-moi parce que le temps passe. Est-ce que ça permet de faire la transition avec la grande question que je voulais vous poser à tous, justement, si c'est pas efficace, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on arrive à passer un changement d'échelle ? Et peut-être que tu peux y répondre, toi, finir en 2 mots, parce qu'effectivement, le temps nous est compté, malheureusement. Qu'est-ce qu'il faut ? C'est l'économie circulaire, c'est déjà des flux matière et des flux énergie, donc il faut pouvoir maîtriser des choses qu'on ne voit pas. Donc c'est ce qu'on essaye de faire sur les plans climat, air, énergie et territoire. On essaye de construire ce cockpit digital circulaire en fusionnant les données du territoire et en essayant de capter les données de consommation. Si Enedis un jour veut nous donner les données de consommation dans les bâtiments de consommation de chauffage, les données de mobilité, les données de flux de déchets, etc. Dans les entreprises, deux évocations d'entreprises. Manitou, c'est une entreprise française exemplaire qui fait des véhicules lourds. Actuellement, on n'a pas de législation sur le recyclage des véhicules lourds comme on l'a pour les véhicules légers. Et les véhicules lourds, c'est autant de masse en circulation que les véhicules légers. Donc, excuse-moi de t'interrompre, mais il nous reste 5 minutes et je voudrais quand même que le public ait le temps de poser des questions. Donc 2 exemples avec au centre effectivement la maîtrise de la data et de la collecte de la bonne data. Enfin, si vous avez des questions, on affinera tout à l'heure avec Bernard. Patrick, pour toi, c'est quoi les solutions pour passer à un changement d'échelle en économie circulaire ? Alors, il y a 3 points principaux et un 4e, je vais y revenir, mais qui est continuer la sensibilisation. Ici, à ProDurable, on est avec un public qui est sensibilisé, qui est convaincu, mais vous êtes autant d'ambassadeurs pour faire en sorte de convaincre et de communiquer autour de vous pour dire que si on veut mieux recycler, il faut mieux trier, il faut avoir de meilleures pratiques de réemploi. Réduire l'impact des emballages sur l'environnement, c'est clé et chacun on peut avoir un rôle. Troisièmement, c'est faire appliquer la réglementation. On a fait cette fameuse loi AGEC où il y a plein de choses. Appliquons-la. Et puis, mais je vais aller même plus loin, mettons des sanctions. Il y a des objectifs, s'ils ne sont pas atteints, eh bien, comme quand on dépasse la limitation sur l'autoroute, ben on a une amende. Si on n'atteint pas les objectifs de réemploi, il faut passer à ça. On a tout le cadre qui est mis en place. Maintenant, il faut sanctionner si les objectifs ne sont pas atteints. Et puis, sur la partie réemploi, il faut vraiment que le réemploi devienne une industrie à part entière en amont du recyclage. On ne va pas remplacer l'industrie du recyclage, mais il faut vraiment que ça devienne quelque chose de fort et une véritable industrie. Très bien, merci. Donc un accompagnement de la législation qu'il va falloir en plus apporter du contrôle pour mettre en puissance ce dispositif. Morgane, toi, de ton côté, tu as vu de la chose ? Alors, moi, j'ai déjà une question. Je vais faire très rapide, mais levez la main, tous ceux dans cette salle qui pensent que les enfants ont trop de jouets. Qui nous connaissait ? Ok. Donc, je pense que la réponse pour nous, elle est très clé, c'est-à-dire qu'il faut faire matcher les offres aux consommateurs. Donc, il faut aujourd'hui, pour des entreprises comme les nôtres, qui ont prouvé des modèles vertueux, qui ont prouvé des modèles rentables et donc en capacité de dégager de la marge, il nous faut des financements, clairement, des financements privés, des financements publics, afin de nous permettre d'être connus du grand public et de montrer que des alternatives économiques, écologiques et qui créent de l'emploi sur les territoires est possible. Oui, ça sera quand même le nerf de la guerre, effectivement, et non des moindres, quand on veut passer effectivement à un changement d'échelle qui permette de pérenniser le business model. Merci à tous les 4. Justement, alors nous, de notre côté, qu'est-ce qui manque ? Qu'on développe plus de formation, on est là pour ça. En tout cas, on a des études du Bolton Consulting Group qui nous dit qu'il y a moins d'un tiers des gouverneurs et des administrateurs d'entreprises qui se sentent à l'aise pour appliquer les bonnes décisions gouvernementales par rapport à une législation. Nous, dans nos programmes, ce qui nous drive, avant de parler de ça, c'est effectivement d'aller s'adresser avec
je dirais, le bon discours à tous les managers, dirigeants, responsables qui veulent effectivement s'équiper. Donc, non, attends, juste que je finisse quand même sur ce slide. Discerner, décider et agir, c'est pas trois mots anodins. C'est un peu l'objectif, parce que agir, il faut savoir comment agir pour le bien de la planète. Il y a une citation que je vous donne. Regardez le monde et non pour l'exploiter. Malheureusement, c'est encore beaucoup de l'exploitation de la ressource, mais bien pour qu'il ait la vie. C'est toute la problématique de régénération et de protection des ressources. Donc ça veut dire que l'ADN de l'ensemble de nos produits, de nos offres, de programmes qu'on vous propose, c'est quand même sous cet angle-là et cet ADN-là. On en a plusieurs à vous proposer. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. On n'a pas le temps parce que vous avez certainement des questions et c'est l'objectif. Vous viendrez sur le salon pour en savoir plus. Il y en a un qui va bientôt démarrer en janvier, qui s'appelle Gouvernance et résilience socio-écologique, qui s'adresse aux dirigeants qui, justement, veulent changer un peu de regard sur toutes ces transitions écologiques et sociétales et surtout avoir une explication des enjeux de la CSRD qui bientôt va impacter toutes les entreprises et surtout en le prendre comme un levier d'accélération de leur stratégie vers la transition. Nous avons l'executive certificate déjà on a une promo actuellement en marche et on a une autre qui est en programmation, donc où les inscriptions sont ouvertes pour l'année prochaine. Donc là, on s'adresse vraiment à tous les futurs acteurs de la transition écologique et sociétale. C'est un executive certificate qui vise vraiment à équiper le participant, les élèves, pour reprendre le terme de Morgane, sur tout ce qu'il faut savoir en termes de connaissances et techniques pratiques pour accompagner la transition dans une vision systémique des limites planétaires et des ODD, être en capacité de concevoir des stratégies à impact positif et de les mettre en œuvre dans les entreprises. Donc c'est un programme assez long et très intense, où ils sont au cœur, et comme je disais tout à l'heure avec Morgane, d'une situation d'entreprise qui leur permet de mettre le pied à l'étrier. On pourra y revenir si vous avez des questions. Et un troisième programme aussi qui est en programmation sur le début d'année, qui s'appelle Leadership Régénératif. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte tout simplement qu'on a beau parfois être super moteur, engagé et vouloir passer à l'action, eh bien, on a des coups de mou, parce que pour passer au changement d'échelle, il faut embarquer, il faut avoir une forme de leadership ajustée aux valeurs que vous portez. C'est un ancrage personnel et tout ça, ça demande de l'énergie. Donc je finirai là-dessus. Donc leadership régénératif, c'est pour vous aider à vous accompagner ensuite dans votre migration vers votre nouveau rôle d'acteur de la transition écologique et sociétale. J'ai parlé un peu vite, mais en tout cas, j'espère que l'intervention a soulevé chez vous des questionnements. Donc je vous laisse la parole. Le moment est venu. N'hésitez pas, si vous voulez des approfondissements sur certains points, c'est le moment. Petite chose que je voudrais rajouter. Il doit y avoir 80% de femmes dans le public. J'espère que ce n'est pas un sujet qui n'intéresse que les femmes. En tout cas, il faut justement que tout le monde se sente impliqué dans l'économie circulaire. Moi, je vais dans les promos, c'est variable qu'on a. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Si vous voulez, je peux circuler avec le micro. Non, par rapport à la remarque des femmes, c'est peut-être parce qu'elles sont en avance, comme souvent. Merci. Je voulais faire une remarque ou plusieurs remarques sur le recyclage des déchets. Alors je vais peut-être dire une énormité, mais vous m'en excuserez d'avance. Je ne suis absolument pas un professionnel sur le sujet. Moi, ce que j'entends, c'est que ça fait des années, entre guillemets, qu'on nous demande de recycler. Je pense que les ménages font beaucoup. Alors on peut encore mieux faire, c'est évident. Je crois que 2/3 donc, en fait, des déchets, eh bien, les responsables... Je n'accuse personne, mais les statistiques sont les entreprises. Elles ont eu comme responsabilité justement de gérer ce problème des déchets. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces déchets, ou plutôt ce recyclage, tout ça, ça a été privatisé. Donc, alors, cela dit, elles donnent de l'argent, bien entendu, à différents organismes pour les collectes et les recyclages. Alors, c'est très simple, c'est toujours mieux chez le voisin. Au moins, je paye et je ferme les yeux. Donc, aujourd'hui, il y a un gros problème dans le recyclage. C'est excessivement technique.
Recycler du plastique, c'est super, il faut le faire, on en est bien d'accord, sauf que, là, excusez-moi, je ne suis pas encore un technicien, mais recycler du plastique, c'est excessivement complexe, parce qu'il y a plusieurs qualités de plastique. Il faut pouvoir, effectivement, dans une poubelle géante, il faut pouvoir disséquer tout ça. Et encore, très souvent, le recyclage du plastique est plus cher excusez-moi, et plus cher, effectivement, que racheter du matériel, de la matière propre. Alors, la vraie question c'est, vous êtes un professionnel, effectivement, donc en fait du métier. Quelles sont les vraies solutions à mettre en œuvre pour, effectivement, régler une bonne fois pour toutes ce problème du recyclage? Alors, techniquement, tout se recycle. Après, il y a une question économique. Et en effet, les acteurs privés vont aller recycler des choses qui sont économiquement viables. Et donc, il y a une filière pour les emballages ménagers qui existe. La bonne nouvelle, et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'à partir de 2025, il va y avoir une filière également pour les emballages professionnels. Alors, ils s'en recyclent déjà beaucoup, hein, en gros les 3/4, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et donc, la même logique de financement par le producteur va s'appliquer sur la filière professionnelle. Et ça va être le rôle des éco-organismes de financer ce qui n'est pas rentable pour aller plus loin et pour recycler mieux et tendre vers des objectifs de recyclage de 90 à 100%. La question du recyclage, c'est pas un problème technique de recyclage aval, surtout il y a aussi d'autres techniques qui arrivent avec le recyclage chimique qui se développe. Donc vraiment, techniquement, on sait recycler. Le vrai problème, c'est la partie collecte. Et il faut mieux collecter, mieux trier en amont pour que ce soit mieux recyclé en aval. Donc en 2 mots, voilà comment j'ai répondu à votre question, c'est que voilà, trions mieux à la maison et dans les entreprises, et on atteindra et on recyclera mieux en aval. Alors, un petit élément de réponse. Ouais. 70% en fait des déchets en France, ce sont des déchets du bâtiment. Et ça ne fait que 2 ans que la filière REP, donc responsabilité élargie des producteurs, existe depuis 2022. Donc on n'a pas fait grand-chose pour essayer de favoriser les métiers du réemploi des produits et des matières venant du bâtiment. Donc on a une thèse, nous, là-dessus. La loi AGEC également a fait qu'au 1er janvier 2024, on a tous été sollicités pour séparer ces biodéchets de ces déchets ménagers, pour des raisons évidentes que les biodéchets peuvent être une source d'énergie par la méthanisation. Donc ça, c'est encore à réaliser, puisqu'il y a beaucoup de territoires où on ne fait que du compost, et puis parce qu'on a plus de pouvoir énergétique sur les déchets ménagers s'ils sont secs. Si vous posez actuellement la question donc à des collectivités territoriales qui réussissent à collecter une bonne part de biodéchets, est-ce que vous êtes contents? Ils vont vous dire oui. Si vous leur posez la question, est-ce que globalement vous êtes à coût carbone positif, ils ne vont pas savoir répondre. Donc en fait, ils n'ont pas de moyens de savoir si ce qu'ils font est bien pour la planète. Et je trouve que c'est vraiment problématique. Merci. Est-ce que vous avez une dernière question à poser? Non, c'est bon? Ok. Bon, on va conclure cette table ronde. Merci à Morgane, à Bernard, à Stéphane et à Patrick pour votre intervention dans cette table ronde. Vous pouvez toujours nous rejoindre sur le stand central Supélec. Patrick sur son stand si vous voulez. Morgane sur notre stand. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous solliciter pour toutes les questions que vous auriez. Bonne fin de salon à vous tous. Au revoir.